à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Hispania. Hispania est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Miguel Marquez et il est illustré par Pacos Arenas et Miguel Marquez. Le jeu est édité par Chacos. Au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, la République romaine vient de triompher de son plus grand adversaire, le carthaginois Hannibal. Après avoir annexé les possessions carthaginoises sur la côte méditerranéenne d'Hispanie, Rome les organise en 2 provinces, Ulterior et Citerior, et ordonne à ses prêteurs de poursuivre la conquête de la péninsule, peuplée de peuples divisés mais farouchement indépendants. Ils s'avéreront être des adversaires redoutables. Hispania est un jeu coopératif dans lequel 1 à 3 joueurs incarnent les prêteurs et les consuls envoyés par Rome pendant près de 2 siècles en Hispanie. Leur mission menait à bien la conquête, jusqu'à la victoire finale de l'empereur Auguste, qui achèvera l'intégration de la région à l'Empire après la défaite des Cantabrés. Le moteur de jeu repose sur celui de Tretarchia, tout en introduisant de nouvelles mécaniques, comme la gestion des routes ou des pièces romaines. Le système de jeu offre 243 niveaux de difficulté pour une rejouabilité quasi infini. Le jeu comprend également des extensions modulaires, des scénarios historiques, ainsi qu'un mode compétitif permettant à un 4e joueur de diriger la résistance hispanique contre Rome. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu, ses grandes mécaniques, ses tenants et les aboutissants, comme ça vous avez une idée. En fin de vidéo, je donnerai mon avis sur le jeu, mais là j'ai sorti tout le matériel, comme ça vous avez une idée du contenu de cette petite boîte qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Hannibal, le plus grand cauchemar de Rome, a été vaincu. La République romaine débute le 2e siècle avant Jésus-Christ, en annexant les possessions carthaginoises situées sur la côte d'Hispanie, les nouvelles provinces d'Ulterior et Citerior, et ordonne à ses prêteurs d'achever la conquête de la péninsule. Quelques tribus sans cohésion ne semblent pas constituer un obstacle pour la toute-puissante Rome. Cependant, les Hispaniens se révèlent être un ennemi redoutable qui plongera les Romains dans une guerre acharnée. Le destin des prêteurs, des consuls et des légions pendant près de 2 siècles. César Auguste lui-même devra vaincre les Cantabres pour intégrer enfin l'Hispanie à son nouvel empire. Hispania est un jeu coopératif dans lequel les joueurs, de 1 à 3, dirigent les armées romaines qui affrontent les peuples ibériques lors de la conquête de l'Hispanie. Dans le mode de base, les joueurs coopèrent en utilisant les généraux romains contre le système de jeu, tandis que la version hispane permet à un joueur supplémentaire de diriger la résistance hispanique. Vous pouvez ajuster la difficulté du jeu presque sans limite. Et le mécanisme de dés romain et hispanique génère toujours des parties différentes, où vos décisions seront cruciales pour atteindre la victoire. L'objectif des Romains est d'occuper les 6 capitales hispaniques avec leur garnison avant que la réserve de révolte ou le temps en partie ne soit épuisé. L'objectif hispanique est simple, empêcher les Romains d'y parvenir. Ici nous avons les généraux romains. Ils représentent les prêteurs des provinces romaines, ainsi que le consul envoyé par le Sénat. Par général, on entend n'importe lequel d'entre eux. Les premiers prêteurs des provinces Ulterior et Citerior, ainsi que le premier consul envoyé par Rome, furent respectivement Marcus Elvus Blasio et Gaius Sempronius Titatanus, ainsi que Marcus Provis Caton. Cependant, les pions du jeu représentent l'ensemble des personnages ayant exercé ces fonctions pendant près de 2 siècles. Le plateau représente la carte de l'Hispanie au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. La géographie et certains noms ont été adaptés pour les besoins du jeu, modifiant ainsi une carte d'époque et simplifiant la transition progressive entre les établissements ibériques et les villes romaines. Les 49 cercles du plateau représentent des espaces de jeu, 44 villes et 5 mers. Ces espaces sont ceux où généraux, flottes et armées se déplacent. Les 44 villes sont réparties entre 2 provinces romaines, Ulterior et Citerior, qui ont 4 villes chacune, et 6 zones hispaniques, occupées par différents peuples, que nous appellerons, pour simplifier, provinces, chacune comprenant 6 villes. Il ne peut y avoir qu'un maximum de 1 pion, meeple, et 3 disques dans chaque ville, une flotte et un général dans chaque mer, une armée hispanique dans chaque province. Chaque ville hispanique est identifiée par les coordonnées. La bannière blanche de sa province, que vous voyez ici, c'est numéroté en chiffres romains de 1 à 6, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et son bouclier noir, et le bouclier ici. Par exemple, E5 correspond à Ilierda, la ville numéro 5 de la province 1. Ilierda. Bien que ces zones du plateau n'aient pas eu de capitale formelle, nous appellerons capitale la ville la plus importante de chaque province hispanique. Ces capitales possèdent le numéro 6, possèdent des murailles et un symbole d'étoile, comme vous le voyez ici. Les 49 espaces sont reliés à certains de leurs voisins par un lien permettant le déplacement entre eux. La plupart des liaisons se composent d'un segment simple, mais certaines liaisons terrestres comportent 2 ou 3 segments afin de refléter la difficulté du terrain, comme les rivières ou les montagnes. Les routes facilitent les déplacements romains le long de ces liaisons. Certaines sont tracées sur la carte, 3 dans chaque province romaine, symbolisant la romanisation croissante de la côte méditerranéenne. En bas à droite du plateau se trouvent 2 pistes, la piste des tours, qui est ici, et qui indique la structure de chaque manche, et ici la piste de temps,
qui commence en 198 avant Jésus-Christ, représentant l'avancement de la conquête, environ 18 ans par manche, durant les 2 premiers siècles avant Jésus-Christ. La dernière phase de chaque manche consiste à ajouter une révolte sur la piste du temps pour signaler que ces 18 années se sont écoulées. Pour la mise en place, il est recommandé de commencer par le mode de base. Dans ce mode, le proconsul ainsi que l'armée spéciale et la légion spéciale, qui font partie des variantes, ne sont pas utilisés. Vous pouvez donc les laisser dans la boîte. Les 3 généraux romains sont eux utilisés dans toutes les parties, selon exactement les mêmes règles. La répartition est la suivante. Si vous jouez seul, vous contrôlez les 3 généraux. À 2 joueurs, chacun contrôle un prêteur et partage le contrôle du consul. En cas de désaccord, le prêteur 3 décide des premières actions du tour du consul et le prêteur 4 des dernières. À 3 joueurs, chacun contrôle un général. Ensuite, vous allez choisir la difficulté du jeu selon le nombre d'éléments que vous utilisez. Il y a un tableau dans le livret de règles, en facile, moyen, difficile pour les différents éléments. Pour un exemple de mise en place, vous placez le marqueur de tour sur la case 0. Placez les dénairies devant le joueur qui contrôle le prêteur 3. Disposez les flottes dans les mers consécutives en commençant par la numéro 1. Placez une révolte dans 6 villes hispaniques au hasard, une par province, dans l'ordre croissant, de 1 à 6. Vous lancez le dé et vous placez dans chaque ville le nombre de marqueurs de révolte. Vous avez les dés ici. Vous en placez une si le résultat est de 1 et 2, 2 si le résultat est de 3 et 4, 3 si le résultat est de 5 et 6. Il aura donc entre 6 et 18 révoltes sur le plateau. Ensuite, il y a les armées hispaniques initiales. Pour chaque armée initiale, lancez le dé et placez-la sur la ville en révolte de sa province. Si cette ville contient déjà une armée, relancez le dé. Les armées hispaniques se trouvent toujours dans des villes en révolte. Placez les routes romaines sur les liaisons qui étendent de leur réseau, comme je l'ai fait là par exemple. Elles doivent partir d'une ville qui en possède déjà une. Elles ne peuvent pas atteindre une ville en révolte ou une capitale. Ensuite, vous placez chaque prêteur, 1 et 4, sur n'importe quelle ville de sa province. Placez le consul sur n'importe quelle flotte, la flèche bleue symbolise son arrivée depuis Rome. Et vous pouvez remettre dans la boîte toutes les pièces non utilisées, dénarii, garnison, flotte ou route. Là j'ai tout laissé, mais vous avez ce tableau que je vous disais dans le livret de règles qui vous explique le nombre d'éléments que vous gardez. Comment se déroule le jeu? La partie se joue en une série de manches, alternant phase romaine et phase hispanique. Les généraux romains se déplacent à travers l'Hispanie, assiégeant les villes en révolte et attaquant les armées ennemies, dans le but de placer leur garnison dans toutes les capitales provinciales. Quelles sont les conditions de fin de partie? Pour la victoire romaine, le jeu s'achève immédiatement s'il y a une garnison romaine dans chacune des 6 capitales hispaniques et aucune révolte dans les provinces romaines. L'Hispanie devient alors partie intégrante de la République ou du nouvel empire déjà établi. Pour la victoire hispanique, l'Hispanie l'emporte si vous devez placer une révolte pendant une phase hispanique ou à la fin d'une manche et qu'il ne reste plus aucune opposée, ou si vous atteignez la fin de la piste de temps ayant consommé les dernières années du millénaire. À la fin de chaque manche, une révolte est placée sur la case suivante de la piste de temps. Ainsi, une partie de Hispania dure au maximum 11 manches, au moment où une révolte serait placée sur la case 18 avant Jésus-Christ. Chaque manche, elle, se compose de 3 tours, une pour chaque général, dans l'ordre indiqué sur le plateau. Durant son tour, le joueur qui contrôle le général concerné effectue une phase romaine en dépensant des dénarii pour réaliser des actions. Ce sont les pièces que j'ai mis au-dessus. Puis une phase hispanique en lançant les dés pour propager les menaces. À la fin de son tour, vous avancez le marqueur de tour sur la piste, puis vous transmettez tous les dénarii au joueur suivant. Chaque manche suit donc la séquence suivante. Phase romaine, phase hispanique 1, phase romaine, phase hispanique 2, phase romaine, phase hispanique 3, fin de manche. Si, au moment de son tour, un général n'est pas sur le plateau, parce qu'il a été retiré après une défaite précédente, il réapparaît dans n'importe quelle ville sans révolte de sa province, ou dans n'importe quelle flotte si c'est le consul. Si un autre général est déjà présent sur cet espace, le nouveau venu devra le quitter avec sa première action. Si toute la province d'un prêteur absent est en révolte, il ne peut pas entrer sur le plateau et son tour passe directement à la phase hispanique. Comment se passe donc la phase romaine? Le joueur dépense ses dénarii pour effectuer l'une ou plusieurs des actions suivantes dans l'ordre de son choix. Vous pouvez aussi passer votre tour, ce qui met fin à la phase. Il y a le mouvement, il y a la garnison, il y a le siège et l'attaque. Chaque action coûte un certain nombre de dénarii. Une même action peut être réalisée plusieurs fois dans le même tour. Vous pouvez donc, pour le mouvement, déplacer le général ou une flotte. Cela coûte 1 dénari par segment de la liaison entre l'espace d'origine et la destination. Le général ne peut pas entrer dans une ville en révolte. Il peut se déplacer vers une mer, depuis une ville ou une autre mer, seulement si une flotte s'y trouve. Les flottes ne peuvent se déplacer que sur la mer. Si elle transporte un général, celui-ci se déplace avec elle. Une chaîne continue de route est considérée pour les déplacements comme un seul segment. Un général ou une flotte peut traverser un espace occupé par un autre général ou une autre flotte. Il continue simplement son mouvement. Toutefois, s'il y a déjà un autre général ou une flotte sur cet espace, il ne peut pas s'y arrêter, ni effectuer d'action. Et n'oubliez pas, il ne peut y avoir qu'un seul pion et une seule flotte par espace. L'action de garnison, qui coûte 1 denarius, pour placer ou retirer une garnison du général sur la ville où il se trouve. Une ville peut contenir jusqu'à 3 garnisons, pas forcément de la même couleur. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis
sur les côtés. Chaque nouvelle garnison se place au-dessus de la précédente. Être recouverte n'empêche pas une garnison d'être retirée plus tard. Pour placer une garnison dans une capitale hispanique, il faut que toute la province soit libre de révolte. Si ces révoltes subsistent dans d'autres villes de la province, vous pouvez entrer dans la capitale, mais vous ne pouvez pas y placer de garnison. Vous devez éliminer toutes les révoltes de cette province au préalable. Par exemple, ici je ne pourrais pas, si j'arrive, parce que c'est en révolte. Il faut d'abord que j'enlève cette révolte, puis je viens ici et je place une garnison. Vous avez le siège, cela coûte de 1 à 3 dénarii pour tenter de supprimer une révolte dans une ville sans armée. Placez les dénarii devant vous puis lancez le dé. Le résultat du siège dépend de la comparaison entre la valeur romaine et la valeur du bouclier de sa ville. La valeur romaine, c'est le résultat du dé, dénarii dépensés, nombre de garnisons du général dans le groupe de villes connectées à lui. La valeur du bouclier se trouve sur la ville. Un groupe de disques correspond à des garnisons connectées entre elles. Le disque plus 1 de chaque province romaine représente le soutien abstrait de la base politique du prêteur. Ce jeton ajoute plus 1 à la valeur du prêteur si lui-même ou son groupe de garnison est connecté à une ville de sa province, comme s'il s'agissait d'une garnison générique. D'autres généraux et ou armées peuvent renforcer le siège. Chaque général romain connecté à la révolte multiplie la valeur romaine par 2. Chaque armée hispanique connectée à ce général multiplie la valeur du bouclier par 2. Il est important de savoir que pour que le x2 s'applique, les renforts, mis-pales des deux camps, doivent être connectés à l'ennemi et non à leurs alliés. Pensez aux renforts comme une embuscade, ils sont inutiles s'ils ne sont pas liés à l'adversaire. C'est une action d'attaque. Cela coûte entre 1 et 3 dénarii pour attaquer une armée ennemie connectée au général. Vous placez les dénarii dépensés devant vous, puis vous lancez le dé. Le résultat dépend de la comparaison entre la valeur romaine et la valeur hispanique. Vous allez calculer les valeurs comme ci. La valeur romaine, c'est le résultat du dé, dénarii dépensés, nombre de garnisons du général dans les groupes connectés à lui. Valeur hispanique, résultat du dé, plus le nombre de révoltes du groupe connecté à l'armée. Vous avez des renforts comme pour le siège. Les renforts fonctionnent exactement comme dans l'action de siège. Pour la révision de combat, vous comparez la valeur romaine à la valeur hispanique. Si la valeur romaine est supérieure, retirez l'armée et toute révolte de son espace. Si la valeur hispanique est supérieure, retirez le général et toute garnison de son espace. Si les valeurs sont égales, rien ne se passe. Les pièces retirées du plateau retournent dans leur réserve. La suppression d'un général met immédiatement fin à sa phase romaine. Chaque fois qu'un général est éliminé, cela nécessite un effort de recrutement pour lever de nouvelles troupes. Placez un dénarii sous son meeple. Tant qu'il n'est pas revenu sur le plateau, vous jouez avec un dénarius de moins. Ainsi, si 2 généraux sont absents, vous pouvez être amené à jouer jusqu'à 2 dénarii de moins que le total prévu pour le niveau de difficulté choisi. Ensuite vient donc la phase hispanique. Durant cette phase, les menaces hispaniques se propagent en 2 étapes. La révolte, puis le mouvement. Vous lancez le dé, vous vérifiez le contenu de la ville correspondante. S'il y a une garnison ou un général, il ne se passe rien, elle est protégée. Si elle est vide, vous placez une révolte. Par contre, s'il y a une révolte, cela est différent. Si la ville contient déjà des révoltes, s'il reste une armée dans la réserve et qu'il y en a pas encore sur cette province, vous placez une armée sur cette révolte. Sinon, vous ajoutez une autre révolte dans cette ville en respectant la limite de 3 disques maximum. Ensuite, toutes les armées hispaniques, dans l'ordre croissant des provinces, donc de 1 à 6, tentent de se déplacer vers des villes connectées de leur province. Il y a une priorité pour le mouvement. S'il n'y a qu'une ville connectée, l'armée tente de se déplacer. S'il y en a plusieurs, la priorité est donnée aux villes sans révolte. Si plusieurs villes remplissent ce critère, lancez le dé pour déterminer la destination. L'armée se déplace vers la ville dont la valeur du bouclier est la plus proche du résultat du dé. Si le résultat est égal à distance entre 2 villes, l'armée ne bouge pas. Une armée se trouve toujours sur une révolte. Si elle entre dans une ville sans révolte, placez immédiatement un marqueur de révolte dans cette ville. Les armées hispaniques, qui se coordonnaient rarement entre elles, se limitent généralement à propager la révolte dans leur propre province. Cependant, lorsqu'une province entière est en révolte, son armée se sent capable d'aller plus loin. À partir de ce moment, elle prend également en compte les villes connectées situées dans d'autres provinces, en condition qu'aucune armée ne s'y trouve. Ainsi, une armée peut se déplacer vers une province voisine, y compris dans les provinces romaines. Dès que cela se produit, cette nouvelle province devient sa province d'attache. L'armée y agit désormais normalement jusqu'à ce que cette province soit à son tour entièrement en révolte, moment où elle pourra de nouveau changer de province. Une armée se trouvant dans une province romaine, sans numéro, se déplacera en dernier. Si une armée hispanique tente de se déplacer vers une ville romaine protégée, et qu'une garnison romaine sans général ou un général bloque son passage, alors l'armée attaque. Vous suivez le même déroulement que la phase romaine. Le siège pour une ville garnisonnée et l'attaque contre un général. Mais cette fois, l'attaquant est l'armée hispanique. La ville défend avec sa valeur de bouclier, le général défend avec sa valeur de combat. Les renforts des 2 camps multiplient par 2 leurs valeurs respectives s'ils sont connectés à l'ennemi, comme lors des attaques romaines. Comme pour les actions de siège ou d'attaque, les armées victorieuses ne progressent pas automatiquement. Le sacrifice de la garnison ou du général aura au moins ralenti l'avancée hispanique. À la fin de chaque manche, le marqueur atteint une case marquée d'un disque noir, ici. Ce qui indique qu'il faut passer une révolte depuis la réserve sur la première case libre de la piste de temps, puis retirer cette révolte du jeu. Couvrir cette case représente le passage des 18 années correspondant à cette manche. Cette étape est obligatoire. Si vous ne pouvez pas placer le révolte parce qu'il n'y en a plus dans la réserve, vous perdez immédiatement la partie. La diminution de la réserve de révolte symbolise l'usure d'une guerre trop longue pour Rome. Si vous couvrez la dernière case de la piste de temps, cela signifie que la fin du millénaire est atteinte. Après 11 manches, la partie s'achève par une défaite romaine. Sinon, le marqueur de tour
revient à la phase rouge et la manche suivante commence, sur la première date, désormais découverte. Quelques petits rappels, limite des espaces. Un pion meeple maximum par espace, une flotte par mer, 3 disques, révolte sur garnison maximum par ville. Armées et généraux, il ne peut jamais y avoir plus d'une armée hispanique par province. Les armées se trouvent toujours sur une révolte, les généraux jamais. Pour le placement des garnisons, si les révoltes subsistent dans une province, vous pouvez entrer dans sa capitale, mais vous ne pouvez pas y placer de garnison. Lorsqu'un général ou une armée bat un ennemi, pion ou disque, il ne progresse pas automatiquement. Les combats ont lieu uniquement entre deux villes, pion contre pion ou contre disque. Pour les renforts, les meeples de chaque camp renforcent les combats, uniquement s'ils sont connectés à la ville ennemie. Les généraux peuvent combattre ou renforcer depuis n'importe quel espace, y compris depuis la mer. Perdre une attaque contre une armée met fin à la phase romaine. Chaque général vaincu bloque un denarius, que vous récupérez que lorsqu'il revient sur le plateau. À la fin de chaque manche, vous retirez une révolte de la réserve et la placez sur la piste de temps. Surtout n'oubliez pas, les Romains doivent coopérer. Rome ne conquit pas l'Hispanie par la supériorité numérique ou matérielle, mais grâce à une discipline, une stratégie et une coordination supérieure. Autant de qualités rares parmi les tribus hispaniques à l'époque. Les campagnes victorieuses furent souvent le fruit de la coopération entre plusieurs armées romaines, commandées par les préteurs ou le consul. Le jeu vous oblige à vous placer dans la peau de ces généraux, en optimisant vos ressources, pour contrôler le chaos de la guerre et ne pas être à la merci des dés. Vous avez également dans le jeu pas mal de variantes qui vous permettent de changer les parties au niveau de la difficulté ou de ce que vous devez faire. Elles sont toutes à la fin du livret de règles, donc c'est vraiment très bien fait encore une fois, comme pour les autres jeux de la série. Vous avez également des scénarios historiques qui vous permettent de suivre un peu l'évolution. Et un résumé des règles très bien fait en fin de livret de règles. Encore un jeu que j'ai beaucoup aimé de cette série-là. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Fermez les yeux un instant. Vous entendez le vent sec de la péninsule, chargé de poussière et de sel. Au loin, des casques brillent sous le soleil, le cuivre chante sur les cuirasses. Et dans la chaleur étouffante, les ordres latins claquent comme des lames. Hispania n'est pas un simple jeu de société. C'est une campagne, une mémoire d'empire, une lente marche de l'histoire condensée en bois, en dés et en décisions. Ici, chaque jeton, chaque lien, chaque denarius dépensé devient un fragment de récit. Rien n'est anodin. La conquête romaine n'a jamais été un long fleuve tranquille, et sur le plateau, elle ne le sera pas davantage. Dès les premières minutes, Hispania vous installe dans un climat de tension palpable. Le plateau d'apparence calme dissimule une guerre d'usure. 3 généraux romains, 2 préteurs, un consul, avancent dans une péninsule récalcitrante, semée de villes en révolte, d'armées rebelles et de provinces encore indomptées. Chaque tour, chaque denarius dépensé devient une prière adressée à la fortune. L'Hispanie s'étire devant vous, sauvage et imprévisible. Et Rome, pourtant toute puissante, s'y découvre vulnérable. L'ambiance est dense, on ressent le poids du temps qui passe, cette piste chronologique implacable où chaque marqueur de révolte, retiré de la réserve, symbolise 18 années d'efforts et d'épuisement. La tension ne vient pas d'une adversité flamboyante, mais d'une lente érosion. Province qui s'enflamme, route coupée, armée perdue. Hispania est un jeu où la victoire se mérite par la patience, la coopération et la rigueur, plus que par la chance ou la bravoure. Le jeu suit une cadence presque musicale, phase romaine, phase hispanique. C'est un souffle, un va-et-vient constant entre initiative et réaction. Pendant la phase romaine, les généraux planifient, construisent, assiègent, les décisions sont rationnelles, calculées, empreintes de stratégie. Puis vient la phase hispanique, et tout vacille. Les rebelles se surgissent, les armées ennemies se déplacent selon les dés, et l'équilibre, si difficilement obtenu, se fissure. Chaque alternance donne à chaque tour un parfum d'incertitude, une tension dramatique. Le joueur passe sans cesse de la satisfaction du contrôle à la crainte du chaos. C'est précisément ce rythme, cette oscillation entre rigueur et imprévisibilité, qui rend Hispania si captivant. Un jeu d'équilibre, où le hasard n'est pas un obstacle, mais une composante du récit. L'un des grands mérites de Hispania, c'est cette cohérence totale entre thème et mécanique. Chaque règle, chaque chiffre, chaque contrainte respire la logique romaine. Les routes représentent la romanisation progressive, les garnisons la consolidation du pouvoir, et les révoltes la résistance d'un peuple fier. Cette fameuse piste de temps, qui file inexorablement, traduit à merveille la lenteur épique d'une conquête à l'échelle des siècles. Les dés incarnent la part du destin que même Rome ne pouvait dompter. Ils ne sont pas un instrument de hasard pur, mais une voie du jeu, celle de la chance, des dieux ou des trahisons. Et à chaque lancer, les joueurs se surprennent à retenir leur souffle, conscients que le moindre échec peut faire basculer la campagne. Les mécaniques de coopération, quant à elles, sont finement dosées. Les 3 généraux partagent des ressources, doivent s'entraider pour renforcer les sièges, se soutenir mutuellement, parfois au prix d'un sacrifice. C'est une guerre de coordination avant tout, une leçon d'humilité. Hispania n'est pas un jeu de hasard ou de spectacle, c'est un jeu pour penseurs patients, pour conteurs d'histoire et pour stratèges du silence. Il séduira les amateurs de coopératifs exigeants, ceux qui aiment les défis, mais ancrés dans un contexte historique et moins ésotérique que d'autres jeux. C'est aussi un outil idéal pour les passionnés d'histoire antique, qui y verront une fresque fidèle à la complexité de la conquête romaine, lente, rugueuse, héroïque, et jamais triomphante sans douleur. Hispania demande du temps, de la concentration, et surtout de la collaboration sincère. Il se savoure comme une longue campagne, pas comme un duel éclatant. Et pourtant, sous cette rigueur stratégique, se cache une vraie chaleur humaine. On y débat, on discute, on rit du malheur des dés, on négocie. C'est un jeu qui parle d'empire, oui, mais aussi de fraternité. La première partie d'Hispania ressemble à une marche à travers la poussière. Lente, exigeante, mais pleine de découvertes. Le livret de règles est limpide, il s'apprend par la pratique.
Les premières manches sont hésitantes, le temps d'apprivoiser les symboles, les distances, les liaisons, mais dès que le système s'éclaire, tout devient fluide. Les phases s'enchaînent, les joueurs se comprennent sans parler, les choix s'affinent. La courbe d'apprentissage est naturelle, organique. On y passe de la survie à la maîtrise, de la tactique improvisée à la stratégie à long terme. Et comme le jeu offre 243 niveaux de difficulté possibles et 7 variantes combinables, on n'a fait jamais vraiment le tour. Chaque campagne raconte une histoire. Une autre Hispania. Le plateau est sobre et élégant, il évoque une carte ancienne. Un parchemin aux teintes ocre et terreuses. Les symboles sont lisibles, les meeples simples mais évocateurs, et la typographie a ce parfum de musée romain qui invite à la contemplation. L'ensemble respire la clarté et la cohérence, on n'a jamais besoin de chercher longtemps, tout est à sa place. Cette austérité esthétique n'est pas un manque, c'est un choix. Elle renforce l'immersion historique et le sentiment de lenteur majestueuse propre à la conquête romaine. Jouant en silence ou sur un fond de musique méditerranéenne, Hispania évoque à la fois une carte d'état-major et une fresque antique. On s'y sent à la fois stratège et archéologue. Au-delà des expériences, Hispania est une expérience dramatique. Les joueurs vivent la tension du front, le poids des décisions, la fatigue du temps. Chaque délancé devient une scène, chaque province apaisée une victoire amère. Le jeu se prête merveilleusement à la narration. Il n'est pas rare que plusieurs tours après, les joueurs reparlent d'un siège héroïque ou d'une révolte inattendue. Cette dimension vivante donne à Hispania un charme rare, celui d'un jeu où l'histoire s'écrit en direct. Pas besoin de figurines sophistiquées ni d'effets de manche, ici le théâtre c'est le plateau et les acteurs ce sont les joueurs. Hispania est une œuvre d'équilibre. Un jeu où le thème et la mécanique se confondent, où le hasard rencontre l'histoire, où la coopération devient stratégie politique. Il ne cherche pas à éblouir, mais à immerger. Il ne récompense pas la précipitation, mais la réflexion. C'est un jeu exigeant, parfois impitoyable, mais d'une beauté rare dans sa cohérence et sa profondeur. Il vous apprend la patience, le discernement, ce que signifie vraiment tenir une ligne. Et quand après plusieurs heures, Rome finit par pacifier l'Hispanie, on ne ressent pas l'euphorie du triomphe. On ressent le relief du devoir accompli. Hispania n'est pas un jeu que l'on conquiert, c'est un jeu qui nous conquiert. Il nous rappelle que dans l'histoire, comme sur le plateau, la véritable victoire romaine n'est pas la domination, mais la persévérance. Hispania, c'est la poussière des routes, le bronze des casques et le souffle du destin. Un jeu d'histoire, oui, mais surtout d'humanité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a fait envie de découvrir ce jeu, que j'ai beaucoup aimé. Vous avez eu pendant la vidéo un petit i qui est apparu pour aller voir un autre jeu. Quand je dis la même série, c'est par les mêmes auteurs et qui a un petit peu le même genre de mécanique. Je vous invite vraiment à aller voir. Encore une fois, l'éditeur qui localise ça, l'éditeur français, fait vraiment un super travail pour nous localiser des jeux qui sont pour moi des portes d'entrée pour des wargames plus gros une fois que vous serez lancé dans ça. Mais c'est vraiment des jeux qui sont très satisfaisants, de très bonne qualité, très bien pensés. Et ce qui est très important pour moi dans les coopératives, c'est que ça soit dur. Et là, il y a vraiment la difficulté qui est ajustable et le jeu peut vraiment devenir très dur. Et c'est ça que j'attends et que je cherche dans un jeu coopératif et je trouve à chaque fois avec ce jeu là. Plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide pour le référencement et ça me permet de vous parler de plus en plus de nouveaux jeux et de jeux dont peut-être d'autres ne parlent pas trop. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube, ça vous permet d'être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et sur la page principale, ainsi que dans la description, vous trouverez tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à me dire bonjour. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.